Je vais pas vous remercier d'être là parce que si j'ai bien compris, c'était un peu sous la contrainte, hein, vendredi après-midi, donc on va essayer de ne pas la faire trop longue. Effectivement, alors je suis déjà venu l'année dernière, mais tout seul, puis je me suis rendu compte que c'était quand même peut-être sympa d'amener des collègues, vu qu'on est beaucoup de l'impresse, à avoir fini chez nous au bureau ou dans différentes équipes à la FN. Donc moi, j'imagine 3 parties ici pour cette présentation. Une première partie, on va un petit peu mettre le contexte, parler de ce qu'on fait, grosso modo, de qui on est, notre parcours après les études. Et puis une deuxième partie, pour vous donner un peu, un aperçu dans la partie plus technique de notre métier, qui va être au sujet de vraiment ce qui a marqué ici, donc c'est-à-dire le développement software, mais appliqué à ce qu'on appelle le safety critical, donc le monde de l'embarqué qui se tracasse de mais qu'est-ce qui va se passer si ce truc-là plante. Donc généralement c'est des vies humaines ou quoi qui sont en jeu, c'est généralement ça qui est la barre d'entrée. Et puis la dernière partie, ce sera plus ouvert, où là je demanderai à mes collègues aussi de participer, où on va un peu échanger sur ce qu'on pense, ce qu'on voit derrière le métier, la carrière, parce que ça peut être différentes choses, vous allez voir, de développeur software, ou tout du moins de ce qu'on peut faire avec un diplôme de l'impresse, quoi. Alors on va faire l'introduction, ensuite pour la partie technique, si vous avez une question, quoi que ce soit, vous n'avez pas compris un truc, ou j'ai été trop vite, ou c'est quelque chose c'est du chinois pour vous, levez la main ou faites-le remarquer, quoi, parce que sinon vous allez décrocher, et après c'est dommage si vous n'arrivez plus à suivre. Donc je préfère que vous me fassiez signe direct. Alors, est-ce que ça fonctionne? Voilà. Donc, petite présentation et contexte. Alors oui, FNR Style, vous savez sur mon succès, étant dans le bassin liégeois, la FN, c'est de l'armement. C'est de l'armement qu'on appelle petit calibre, parce que ce sont surtout des armes à la base pour de l'infanterie, donc des armes au minimum transportables, parce que bon, c'est pas moi avec mes petits bras qui vais porter une .50, mais en gros, c'est ce genre d'armes-là que nous, dans notre business unit, donc dans notre département, on va intégrer dans un système. Un système, c'est un affût mécanique. C'est peut-être un système téléopéré, comme ça, sur un char, sur un véhicule blindé, sur un navire. Ou alors, c'est un système sur un hélicoptère, par exemple, dans l'axe de l'hélicoptère, pour, si l'hélicoptère bouge, le truc vise là où l'hélicoptère regarde. Alors, spécifiquement ici, nous, notre équipe, c'est ce qu'on appelle la direction technique dans les systèmes. Parce que les systèmes, c'est plusieurs centaines de personnes. La direction technique, c'est un peu la R&D. Donc ça veut dire que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va développer sur base des cahiers des charges clients, sur base des analyses. On va développer l'ensemble des documents de spécification, de design, le software. On va faire tous les tests avant que ça rentre en production après. Donc plus spécifiquement, et après on passera un petit moment pour un peu donner nos différents rôles et détailler un peu plus ce qu'on fait nous, pour avoir une illustration de ce que ça veut dire. Spécifiquement, on a, en ce qui concerne le software, parce qu'à côté de nous, au même étage, dans le même bureau, on a des gens qui font de l'électronique, du FPGA, qui font des test bench, et on a des gens qui font plutôt de l'industrialisation pour la production aussi. Ça veut dire, c'est le métier qui est assez spécifique, qui va regarder, mais tiens, ce qu'on a fait là, est-ce qu'on sait le mettre en production de façon raisonnable? Est-ce que ça va pas coûter trop cher, etc. Est-ce que c'est faisable? Parce que parfois les choses, elles sont parfaites, mais en fait, quand on les met en production, on se rend compte que c'est juste pas industrialisable tel quel. Donc tout ça, c'est des choses qu'on découvre généralement dans des métiers comme les nôtres, dans l'industrialisation, mais qui sont assez spécifiques au domaine. Alors, nous, spécifiquement, notre équipe software, on a 3 rôles qu'on va souligner aujourd'hui. Premier rôle, le plus important, c'est celui des équipes de développement.
Donc dans les équipes de développement, il y a des développeurs, tout le monde est développeur de façon générale, mais par contre, il y a aussi des personnes dans les équipes qui vont avoir un peu plus d'expérience, un peu plus d'ancienneté parfois, et qui vont être un peu le lead developer, quoi. C'est celui qui va dire aux équipes, voilà, aujourd'hui on doit faire ça, ça et ça. Moi, je vois bien que on va l'attaquer de cet angle-là. On va s'organiser pour que dans une semaine on soit là, dans 2 semaines on soit là, etc. Donc c'est vraiment l'équipe de travail, quoi, qui va travailler. On a des experts dans chaque équipe. Et ces experts, généralement, s'interfacent avec ce qu'on appelle une équipe de design, des architectes. Les architectes, les designers, c'est des gens qui ont souvent encore plus d'expérience et qui vont amener une vision globale. Parce que chaque équipe est généralement sur un produit, chaque équipe est généralement sur un problème spécifique, mais l'AFN ou notre bureau, je le disais tantôt, il a des hélicoptères, il a des stations téléopérées pour des navires, pour des véhicules, donc il y a toute une série de choses comme ça, et il y a plusieurs équipes qui travaillent là-dessus. Donc les équipes design, d'architecture, ils vont tendre à harmoniser ça, à regarder qu'on ne refait pas la roue dans chaque équipe, etc., et donner des directives de design. Et enfin, le dernier rôle qui est très important, c'est le rôle de coordinateur projet. Et ça, c'est un rôle spécifique ici chez nous qu'on appelle coordinateur, parce qu'on a une structure un peu compliqué, mais en gros, c'est comme un chef de projet, c'est comme quelqu'un qui est product owner en Scrum, si ça vous parle, c'est pas grave si ça vous parle pas. C'est le gars qui va, avec le client interne, souvent c'est un client interne, hein, c'est le marketing ou celui qui gère le client externe, il va définir ce que le produit doit faire. Et il va écrire ce que ce produit-là doit faire dans des requis. Grosso modo, ça, c'est sa première responsabilité et la responsabilité principale. La deuxième responsabilité, c'est tout du long du développement du projet, s'assurer qu'on est on target pour la livraison des différents milestones, des différents drops de fonctionnalités. C'est-à-dire qu'on va livrer d'abord un proof of concept, ensuite on va livrer un truc qui tourne, ensuite on va livrer un truc qui tire, ensuite on va livrer un truc qui fait encore autre chose, etc. C'est celui qui va planifier le travail et qui va nous donner une vision sur le scope, qu'on appelle ça, donc ce qu'il y a à faire. Bon, il y a une assurance qualité, mais ça, je ne m'attarderai pas là-dessus. Et le message ici, c'est qu'on doit interfacer avec plein de gens. Donc quand on est développeur, on n'est certainement pas comme on peut se l'imaginer dans sa cave en train de coder. C'est la communication tout le temps. On parle avec des gens qui s'occupent de tous les métiers et on doit faire en sorte de tous se comprendre et d'être alignés. Alors voilà, on passe aux présentations. Je vais commencer pour aussi donner un peu la direction qu'on va prendre ici dans les présentations. Donc voilà, mon expérience professionnelle commence en 2012 quand je sors de l'Impress et j'ai fait réseau télécom. Bien qu'ici, je suis dans un métier clairement indus. Mais voilà, donc ça, vous allez voir, on a tous fait d'autres choses et il ne faut pas trop s'attarder à ça. Faites ce que vous aimez. J'ai commencé à bosser sur des tablettes industrielles et ensuite des routeurs, programmer des routeurs dans une société en Flandre. Et ensuite, j'ai rejoint la FN d'abord au niveau des armements aéros. C'est des armements qui sont soumis à des contraintes de certification assez élevées, comme dans les avions. Et depuis, je gère l'équipe de développement CPU, qui est l'équipe qui fait tous les développements sur un CPU Intel. En gros, c'est plus ou moins comme ça que ça se divise. CPU Intel ou NVIDIA, sachant qu'on a d'autres équipes software qui développent plutôt sur des microcontrôleurs, Texas Instruments, Atmel, et ça c'est une équipe à part. Donc nous on est plus ou moins 25 personnes, distribuées sur 4 équipes. 4, ouais. Et effectivement, comme le dit Étienne, c'est un CPU Linux, et pour le produit qui nous occupe, donc la station que vous avez vue tantôt, c'est 2 appareils. Donc il y a un appareil qui est au niveau de l'IHM, de la commande, et un appareil de l'électronique et du software qui est au niveau de l'effecteur, donc au niveau de l'arme,
Sur le véhicule, en fait, concrètement. Sur le véhicule. Et les différents microcontrôleurs parlent tous avec le CPU qui est central, qui va amener la logique de commande. Donc voilà, maintenant je vais te donner la parole à Étienne. Je ne sais pas si tu as besoin du slide. Bon, ça va, je crois que je sais ce que j'ai fait. Donc voilà, Étienne Doms. Donc moi, je suis le collègue direct de Pierre. Je suis sorti en même temps que lui en 2012, donc on a fait tout nos TP ensemble. Donc voilà, moi j'ai fait faux système, réseau aussi. Je suis parti après mes études faire un peu de gestion Oracle, J2E, PLSQL, voilà, pour partir un petit peu découvrir des choses. Ça m'a pas trop intéressé, moi je suis plus dans le Linux embarqué, tout ce qui est un peu kernel hacking. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà un peu programmé ici, qui ont déjà un peu joué avec Linux, mais moi ce qui m'intéresse c'est vraiment de comprendre comment les choses fonctionnent et de, en gros, faire du Linux sur mesure pour accomplir les objectifs industriels. Donc je suis parti avec JB qui se présentera après dans une startup faire de l'embedded Linux pour du biomédical. Bon, on était en mode levée de fonds, donc le job c'était un peu faire des prototypes, acheter l'équivalent de Raspberry Pi, faire un Linux custom dessus, une petite applique, mettre ça dans un boîtier imprimé en 3D, faire une démo client. On a fait ça pendant 2 ans, la levée de fonds n'a pas vraiment eu lieu, donc voilà, on s'est retrouvé un peu bloqué. Et puis je suis arrivé à l'AFN, donc un peu en même temps que Pierre en 2016. Donc je suis arrivé comme développeur sur du bug fixing sur le produit initial. On a commencé une V2, donc l'AFN a voulu faire son deuxième produit, son MK2. Donc j'étais développeur sur entre guillemets, les prémices de ce projet. Et puis de fil en aiguille, je suis passé team leader et maintenant je suis lead architecte. Donc en gros, le métier de développeur, c'est comme dit Pierre, c'est pas juste coder, quoi. C'était beaucoup de dessins au tableau, de tiens, on doit refaire un nouveau système from scratch. On a quelque chose d'existant. On ne peut pas vraiment le réutiliser parce qu'il a été designé un peu différemment. Et on voulait introduire du Full HD, enfin on voulait introduire des fonctions qui n'avaient un peu rien à voir et on ne pouvait pas juste réutiliser l'existant. On avait des contraintes différentes, normes militaires que l'ancien client n'avait pas besoin avec le nouveau requis, donc on devait repartir from scratch. Et donc tout le travail, ça a été de vraiment refaire un système depuis le début et trouver vraiment découper le logiciel en plusieurs blocs. Et c'est un peu le travail majeur du développeur, c'est ok, je dois faire un truc, mais il y a 10 000 manières de le faire, mais il n'y en a qu'une seule qui est bonne. Il faut itérer, il faut dessiner au tableau. Et en gros, votre job, ça va être de réfléchir, pas juste coder, quoi. Donc Jean-Benoît. Ouais. Donc voilà, moi je suis Jean-Benoît Hubert. Donc, comme Pierre et Étienne l'ont dit, je suis sorti aussi de la HEPL en 2012 avec ces deux-là en fait, et on a passé nos 3 années d'impresse presque ensemble à travailler sur les mêmes sujets, plus ou moins curieux des mêmes sujets. Donc on a plus ou moins développé, je pense, des affinités pour des technologies diverses et variées à ce moment-là, mais surtout orientées vers Linux et plein de choses qui nous intéressaient à ce moment-là. Donc, je suis aussi sorti de la filière réseau et je me retrouve exactement plus ou moins dans le même genre de secteur qu'eux. C'est juste la preuve qu'en fait, votre choix entre réseau ou industriel ou gestion, finalement, n'a pas, je veux dire, une portée finale. C'est-à-dire que vous pouvez toujours switcher d'industrie et vous pouvez toujours vous impliquer dedans parce que c'est pas la fin du monde. Ça, c'est un peu le message qu'on peut transmettre aujourd'hui. Donc moi, je suis arrivé à l'AFN ici seulement il y a 1 an. C'est-à-dire que ces deux-là, ils avaient pris un petit peu d'avance sur moi, ils m'en parlaient un petit peu, et puis ils sont venus me chercher un moment pour venir participer à leur projet. Et avant ça, j'ai déjà eu l'occasion de travailler un petit peu avec Étienne pendant 2-3 ans sur une start-up qui justement avait un modèle un peu plus dynamique que la plupart des entreprises, c'est-à-dire que vous travaillez à 2-3. Ça peut donner l'impression de travailler un petit peu dans sa cave, c'est très dynamique, ça demande beaucoup d'énergie, mais vous êtes très libre de ce que vous faites. Et là, dans ce contexte-là, alors qu'Étienne, lui, travaillait plutôt sur la partie basse, il nous taillait des Linux sur mesure pour les cartes sur lesquelles on travaillait. Moi, j'étais plutôt en charge de ce qu'on va dire le high-level software, donc ça veut dire plutôt un rôle de développement traditionnel. Vous pouvez penser à une application de gestion avec une couche graphique. C'est simplement qu'elle vient s'implanter parfois sur un système embarqué, mais dans le type de travail, ça reste un job de développeur vraiment classique. Alors moi, au fil de mes études, j'ai vraiment développé une affinité pour un langage et parfois un set de technologies, et donc je suis souvent bien connu pour être un fan de C++, et c'est un petit peu moi ce qui m'a guidé dans mon parcours professionnel post-impresse, c'était de pouvoir travailler dans ce sujet-là. Alors c'est pas toujours la meilleure biais pour choisir cette job, mais puisque pour le moment ça m'a
en disant ça m'a suffi. Après un peu cette première expérience dans le biomédical, ben, on s'est retrouvés pour prendre chacun notre chemin. Étienne est parti à l'AFN. Et moi, je suis parti un peu refaire un peu plus du réseau, quelque chose d'un peu plus, je vais dire, orienté couche haute. Et j'ai travaillé pour une entreprise ici qui était basée à Grasselheim, qui s'appelle IPTrade, et qui avait pour but de développer des systèmes de téléphonie Voice over IP, mais à destination d'un marché de niche qui est en fait les salles de marché et les salles d'urgence. Ça veut dire que voilà, vous tombez parfois dans un domaine applicatif qui est intéressant à gérer parce qu'il a ses propres challenges. Et là, vous avez beaucoup de protocoles, de software et beaucoup de systèmes qui interagissent entre eux. Et là, je veux dire, en 6 ans, voilà, c'est encore un job de développeur haut niveau, mais avec beaucoup de types de tâches différentes. Donc du développement, du bug fixing, du support client, de l'intégration chez le client à distance ou parfois sur place. Donc c'est relativement varié, ça c'est une des choses qu'on peut connaître au métier de développeur. Et puis après cette expérience un peu plus longue, en fait, simplement j'ai rejoint la FN pour les appuyer sur la transition sur un autre projet. C'est-à-dire ils avaient besoin de quelqu'un qui était un peu plus expérimenté en C++ pour pouvoir mettre à niveau aussi d'autres équipes. Et donc là c'est un peu ma tâche actuelle, c'est aussi de transmettre parfois une expérience plus profonde que vous pouvez avoir sur une technologie et de pouvoir la distribuer sur une équipe et de les faire, de les mettre à niveau et de les rendre un peu plus efficaces. Voilà. Donc ça peut être aussi une partie du métier de développeur, c'est-à-dire transmettre des connaissances, les synthétiser et puis parfois développer une expertise dans certains domaines. Merci. Et c'est au tour d'Anthony. Bonjour à tous, moi c'est Anthony Gérontitis. J'ai été diplômé de l'IMPRES en 2014. Moi, contrairement à mes deux camarades, j'ai fait système, mais en informatique industrielle. Donc moi, au niveau de mon parcours professionnel, j'ai commencé par quelque chose d'assez proche de ma branche au niveau industriel. Donc j'ai fait le Warehouse Management System de AB InBev, donc principalement à Jupy, mais également à Louvain, à Garden et Domelen aux Pays-Bas, qui consistait en fait à simplement gérer le stock qu'ils ont chez eux, donc tout ce qui est bière, les transporteurs, également gérer les commandes, être sûr qu'elles soient bien bonnes. Donc ça implique quoi? Ça implique des éléments industriels, donc des hand scanners, des forklifts, enfin des forklifts c'est des Clark, qui avaient chacun une tablette avec les missions qu'ils devaient faire. Donc ah bah tiens, maintenant tu dois aller chercher telle palette basée sur la date de péremption et ce genre de choses. Et à côté de ça, on avait également toute la communication avec SAP, donc un ERP. Et tout ça était vraiment une architecture très complexe, vraiment intéressante, chouette expérience. De là, je suis parti plutôt dans un informatique de gestion, donc un Laboratory Information System. Donc, en gros, c'est un suivi d'analyse sanguine, principalement, pour des laboratoires, style laboratoire Collard, des gros CHU comme celui de Toulouse, celui de Genève, ce genre de choses. C'était une autre expérience, beaucoup plus de communication, une équipe beaucoup plus grosse. Chez AB InBev, on était 2. À CGM, on était par contre 17, donc le travail en équipe est d'un coup beaucoup plus compliqué. On voit également que la manière dont on divise le travail sur une application tentaculaire, c'est que chacun a un peu sa spécialité. Et c'était sans doute un des trucs qui était un peu dommage là-bas, c'est qu'on était trop spécialisé. Et donc on avait des fois problème à communiquer sur les connaissances des uns et des autres. Tout ça m'a amené à l'AFN en 2020. Où à la base j'ai démarré comme développeur VNV, donc Validation and Verification, qui est une équipe qui consiste avant tout, donc Pierre a expliqué tantôt, on part des requis pour faire les développements. En fait, l'équipe VNV va d'abord vérifier ces requis, et à partir du moment où le développement est fait, on développe des tests pour vérifier que le produit fait bien ce qu'on lui a demandé de faire. J'y reviendrai là-dessus. Oui. Et donc voilà, c'était la première responsabilité à la presse, puis de structuration faisant, je suis revenu dans un rôle plus développeur traditionnel, parce que pour la VNV, on faisait du Python, mais c'était quand même un peu complexe, c'était une architecture très particulière, je ne vais pas rentrer dedans. Et donc maintenant, je suis dans l'équipe middleware team en C++, où on est évidemment épaulé par des gens comme Jean-Benoît pour nous aider dans l'apprentissage du C++ d'un point de vue vraiment très très efficace en tout cas, parce que comme normalement c'est toujours le cas, il voyait la C++ de base à la presse. Et donc ici, moi, mon travail est également beaucoup dans la communication, parce que l'équipe middleware, son but, c'est d'interagir avec les autres équipes. C'est-à-dire qu'on a l'intelligence du programme, on a une couche middleware qui va permettre
d'envoyer des informations. Et puis, on a le firmware, donc comme le disait Pierre, une équipe qui va travailler sur les microcontrôleurs directement. Et en fait, ce qui fait l'interface entre tout ça, qui permet à tout le monde d'avoir les bonnes informations, c'est notre équipe. Donc ça demande beaucoup d'interaction avec les autres équipes, de la discussion, comme il disait tout à l'heure, des tableaux. Ah ben en fait, ton microcontrôleur, qu'est-ce qu'il fait dans tel cas? Et on discute, on explique ce que fait l'un, ce que fait l'autre, et on essaie de trouver des arrangements. Donc il y a énormément de communication dans ce genre de travail de développeur, au-delà de la capacité technique d'analyse et de développement. Merci. Et Merci. à côté de ça, juste... Ah oui, pardon. Donc, J'allais en parler. Ah, tu veux que je le fasse plus tard peut-être? Non, en fait, la spécificité, je vais introduire le truc parce que ça peut être perturbant. Je vais expliquer un truc, c'est qu'on n'est pas tous de la même société. On n'est pas employés de la même société. Donc en fait, ça, c'est un truc qui était intéressant, on trouvait. C'est que non seulement on a des rôles un peu différents, mais en fait, Quentin, Étienne et moi, on est employés FN. On est employés de l'AFN Herstal et on travaille là-bas. Jean-Benoît, il est employé de sa propre société. Et donc, on voulait vous montrer qu'on peut, dans l'industrie de l'informatique, là où vous allez aller, on peut fonctionner dans différents systèmes en fait, d'emploi. C'est un truc qui est assez intéressant à retenir. Et Anthony va vous en parler. Lui, il fait partie de la société de consultance Clanic. Les sociétés de consultance, c'est des sociétés qui vont mettre à disposition des ressources humaines, donc des personnes aux sociétés qui en ont besoin, ce qui a certains avantages et inconvénients. Et Jean-Benoît le fait, mais tout seul. C'est-à-dire qu'il ne passe pas par une société, mais il est son propre CEO et RH. Et ils s'entendent bien avec leur CEO, donc ça va. Voilà, il obtient ses vacances. Et voilà, on pensait que c'était intéressant de vous donner cette vision-là. Mais par contre, c'est vrai que donc j'ai coupé Anthony, mais il voulait rajouter quelque chose par rapport à son rôle au sein de Clanic et pas de la FN. Tout à fait. Donc, comme l'a dit Pierre, une société de consulting comme Clanic, il en existe plein d'autres, permet d'arriver dans un travail via cette boîte-là en tant que développeur. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que dans 6 mois, je pars dans une autre mission qui serait autre que l'AFN. En l'occurrence, l'AFN, c'est très rare que ça arrive, mais voilà. Dans l'absolu, c'est le style de ce style, c'est la manière de travailler de ce style de compagnie. Moi, de côté de ça, ça m'a permis de m'investir également dans ce groupe-là. C'est-à-dire que je suis, comme c'est écrit, Site Leader, Technical Validator et e-sport ambassadeur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'au niveau du site, je suis un peu le manager, je vais mettre des guillemets, des consultants Clanic, ce qui veut dire que lorsque on décide de faire une réunion sur ce qui se passe dans le groupe, on décide d'aller au resto parce que c'est important d'avoir une bonne relation avec ses collègues, c'est moi qui gère ces activités-là. À côté de ça, pour le groupe Clanic, qui est un groupe principalement à la base français, mais qui se développe à l'international, on est présent dans 8 pays maintenant, je suis validateur technique sur certains sujets, comme les langues par exemple, et également des sujets plus techniques. Et Clanic a une particularité, c'est que c'est la première société de consulting qui a un club e-sport. On a une équipe LOL, on a une équipe Valorant, on a une équipe Rocket League, pour ceux qui connaissent je pense. Et voilà, donc moi je fais partie du club, ce qui me donne voilà, une certaine visibilité à ce niveau-là. J'organise des tournois pour la société. Et voilà, moi qui est un fan d'e-sport depuis jeune, c'est la possibilité via ma société de vivre aussi un peu ma passion. Donc voilà, c'est un petit add-on que je trouve intéressant. Merci. Merci. Et enfin Quentin, qui est donc aussi Oui. dans l'équipe FN. Bonjour, je m'appelle Quentin Morse. Donc, je suis le dernier à être sorti de l'impresse de mes collègues. Et contrairement aux autres, je suis sorti d'informatique de gestion en 2015. Et donc, quand je suis sorti, ce qui m'intéressait, c'était les applications principalement. Le côté applicatif, bon, parce que la déformation de repasser mon temps en gestion. Et à ce moment-là, il y a le marché du mobile qui ne débutait pas, parce que ça avait débuté depuis un certain temps, mais ça se cristallisait. Il y avait par exemple le Windows Phone qui venait un peu de mourir, et le hardware des mobiles évoluait toujours, donc les applications évoluaient quand même assez beaucoup plus que maintenant, je pense. Et je suis parti dans une boîte qui faisait du mobile, qui est dans la région liégeoise, qui s'appelle Taptic, et qui fait des applications pour plein de gros groupes, notamment RTL, M6, plein de clients assez connus finalement, même si la boîte en elle-même n'est pas connue. Donc, par exemple, c'est un de mes collègues qui a implémenté le fameux bouton orange RTNO. C'est toujours intéressant de connaître des gens qui ont fait ça. Assez amusant. Et j'y ai passé presque 4 ans. Et puis j'ai voulu un peu changer de direction.
pas quelque chose de plus noble, mais un peu plus bas niveau, parce que le côté développeur front-end commence un peu à commençons à avoir un peu fait le tour, et je suis passé à la FN Herstal. Donc d'abord comme consultant, comme l'a expliqué Pierre, j'étais aussi chez Clamy avec Anthony, et j'ai été recruté cet été-ci directement par la FN Herstal. Alors là, pour le moment, je suis dans l'équipe d'intégration. Donc l'équipe d'intégration, c'est ça rejoint un peu le middleware. C'est comme l'a expliqué Anthony, on a des composants logiciels logiques. Donc, si les freins font ça, il faut faire ça. Si on tourne la station, il faut faire ça. Et on a un hardware que les gens du hardware nous ont fait, sur lequel tourne un système d'exploitation. Et il faut, en gros, intégrer la logique métier sur le hardware. Et c'est un peu mon boulot dans l'équipe intégration. Et je bénéficie, évidemment, comme on a expliqué, c'est beaucoup l'interaction avec les collègues, notamment Jean-Benoît qui explique beaucoup de choses en C++, qui a une grosse expérience. Et donc je dirais qu'en tant que développeur, tout est un peu possible. On peut vraiment même changer un peu d'orientation un peu au milieu de parcours. Il y a toujours beaucoup de choses intéressantes. Et même si j'ai commencé dans une société qui faisait du mobile et qui fait la FN où c'est plus industriel, il y a quand même des choses en dehors du développement dans certains langages qu'on apprend, notamment le travail d'équipe, les méthodologies, certaines bonnes pratiques à faire. Il n'y a rien qui est vraiment perdu, on apprend tous les jours, c'est ça qui est intéressant, même si dans des filières... Voilà. Merci, ça c'est très vrai, et donc c'est très parlant que maintenant un des experts que nous dans le bureau on va associer à une couche bas niveau près de l'OS, près du système d'exploitation. Il a fait informatique de gestion, il a commencé dans une boîte qui faisait du mobile, quoi. Donc voilà, on peut se spécialiser, on apprend, on évolue tout le temps, c'est ça qui est passionnant. Alors ici, on a pris un petit moment du coup pour faire cette intro, parce qu'on pense que les parcours ici qu'on vit, qu'on peut vous partager, c'est quand même intéressant pour vous donner un peu de perspective. Maintenant, c'est beaucoup moins lié au métier, aux techniques. Ça, c'était plus pour vous donner un aperçu de qu'est-ce qu'on peut faire, quelle est la diversité. Il y a un autre, j'allais dire un copain, un pote en fait qui a étudié avec nous, Alain Presse, qui n'est pas venu aujourd'hui parce qu'il avait trop de travail, nous pas. Non, il n'est pas venu parce qu'il est sur un autre sujet, mais en fait, lui, il est comme rôle, il est coordinateur projet, donc il est chef de projet. Et donc ça complète un peu l'image en fait, parce que ici il y a des personnes, on a tous été développeurs. Moi, je suis dans le management plutôt. Étienne, il est vraiment dans l'architecture, il est expert designer. On a des gens qui sont freelance, qui sont consultants. Nous, on est interne et notre ami Adrien, il est chef de projet. Donc c'est pour vous donner un peu cette diversité de parcours qu'on peut avoir en sortant d'ici, quoi. Maintenant, la deuxième partie, la première partie, parce que j'ai commencé à zéro en tant que bon informaticien, je vais parler du safety critical. Je vais essayer de ne pas être trop rébarbatif. Je vais essayer d'être relativement court et direct. Arrêtez-moi là. Là, c'est la partie où vous devez m'arrêter si vous comprenez rien. Il y a des choses où je vais passer un peu rapidement parce que je pense que j'aurai pas le temps, parce qu'on a pris un peu de temps, on a pris plus de temps que l'année dernière avec les intros. Mais voilà, je pense que ça peut être intéressant. Le but de cette partie, c'est de vous donner un aperçu technique. Les questions qu'on se pose dans notre métier, techniquement. Si vous voulez, par contre, vous asseoir, c'est comme vous voulez. Je peux vous... Un peu chaud sous les spots, en fait. Peut-être un peu chaud sous les spots. Ok, donc Safety Critical, qu'est-ce que c'est ? Le Safety Critical, c'est fondamentalement une branche complète du software qui se tracasse du software qui peut mener à ce qu'on appelle un événement redouté. Et donc, ici, on ne fait pas des machines à café ou des distributeurs de coca. Si ça plante, c'est pas grave, quoi. T'as perdu 1 euro.
Par contre, si tu as un véhicule ou un truc qui pèse 300 kg, comme c'est le cas de notre station téléopérée, qui vient et qui commence à tourner tout seul et qui frappe quelqu'un ou quoi, bah, c'est une question de danger ou de mort, quoi. Il y a des exemples comme ça aussi de problèmes qui sont liés à des systèmes informatiques. Il y a eu Boeing il y a quelques années, je ne sais pas si vous en souvenez, où l'avion commence à démarrer, il commence à piquer du nez et les pilotes n'arrivent pas à le remonter parce que le système informatique a décidé de descendre, quoi. Ariane 5 ou ce qu'on peut. Ariane 5, tant qu'à faire, oui, c'est voilà, petit exemple. Voilà, et ce sont tous ces problèmes, ces catastrophes-là qui nous mènent à définir un process. Et je parle de process, pas de code, parce que vous allez voir, c'est ça qui est important. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va définir un niveau de criticité pour un morceau de logiciel, c'est-à-dire quelle est la participation d'un morceau de logiciel dans une catastrophe potentielle. Et cette catastrophe, est-ce qu'elle va coûter cher aux assurances ou pas? Alors les vies humaines, c'est là, au niveau du coût, et malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. Parce que on a des niveaux de criticité qui sont souvent définis par est-ce que l'opérateur peut être mis en danger, est-ce que d'autres personnes peuvent être mises en danger, est-ce que le truc peut prendre feu mais personne n'est mis en danger, etc. Tout au long de ce process-là, on a toujours, et ça c'est la grosse différence avec les autres branches, c'est qu'on a le burden of proof, on appelle ça en anglais, c'est la charge de démontrer les choses. C'est comme dans la justice où on part du principe que vous êtes innocent, il faut démontrer que vous avez fait la chose. Ici, on part du principe qu'on ne maîtrise rien et rien ne marche. Et donc il faut démontrer qu'on maîtrise et que tout fonctionnera. Et ça, c'est ce qui va surtout... C'est ce qui va driver les développements. Alors comme je disais, c'est surtout dans des industries où il peut y avoir des catastrophes, et typiquement c'est dans l'industrie du transport. Le challenge, le truc qu'on a tout le temps à l'esprit, c'est est-ce qu'on a introduit une erreur? C'est pas si notre code est bien fait ou quoi, c'est est-ce qu'on est en train d'introduire des erreurs? Et en fait, c'est possible uniquement parce qu'on se réfère à un comportement défini. C'est-à-dire, est-ce qu'on introduit une erreur par rapport à un comportement défini? Ça nécessite qu'on parle d'un concept qui est les spécifications, les requis du software. Quelqu'un, un jour, qui dit « le software, il doit faire ça ». Et si on dit que quand j'appuie sur un bouton, il faut que quelque chose se passe, il faut aussi dire qu'est-ce qui se passe si j'appuie 2 boutons en même temps. Il faut dire qu'est-ce qui se passe si j'appuie un bouton très rapidement. Ou si je l'appuie alors que le truc est déjà éteint, alors que le bouton, normalement, il n'agit que quand c'est allumé. Toutes ces choses-là. Et pour faire ça, on a développé des méthodologies mondiales, reconnues, pour détecter quand nous, dans notre métier, on va insérer une erreur dans le process qui n'est pas drivé, qui n'est pas guidé par le fait que quelqu'un a dit ce qui doit se passer là. Quelqu'un a dit, il faut que quand je appuie là, c'est exactement ceci qui doit se passer. Ça, c'est super important parce qu'avec ça, on va réussir à donner confiance aux clients, à des gens qui viennent contrôler ce qu'on fait, et donner confiance à des autorités de certification dans le cadre de l'aéronautique, par exemple. Alors, j'ai parlé des requis, des spécifications. Ça, c'est pas très important, ça. C'est juste pour vous dire, ce que je veux illustrer, c'est qu'un requirement, une spécification, c'est toujours un peu la même idée. C'est toujours le même concept. C'est à chaque niveau d'abstraction où on est, c'est-à-dire à chaque niveau de description, on va dire ce que la couche en bas doit faire pour que ça fonctionne. Et puis la couche d'en bas, elle va prendre ce niveau-là, elle va dire « Ok, pour faire ça, comment je vais le faire ?» Et donc c'est toujours la couche supérieure qui va dire quoi, et la couche du bas qui va dire comment. Et ça, c'est quelque chose qui prend des années à apprendre, qui est très très compliqué. C'est vraiment un métier à part, que généralement on n'apprend pas à l'école. C'est le Requirements Capture, et c'est le Requirements Engineering. Le but des requirements, d'être aussi précis, c'est pas seulement de dire aux développeurs quoi faire, ou de qualifier l'item. In fine, c'est ça qui va être testé, en fait.
Donc en fait, le code exécutable, il est testé pour vérifier que le code exécutable là, le code objet, est compliant au requis. C'est-à-dire que est-ce que ce code exécutable là, il fait ce que le requis dit. Et on doit mettre que ça dans les tests. Ça c'est super important parce que quand on fait cette opération de testing et qu'on va dire est-ce que le code là du GSM il fait bien ce que les requis, les requirements, les spécifications ont dit que le GSM doit faire, et qu'on se rend compte que en fait on a exécuté la moitié des fonctions du GSM. Il y a la moitié des fonctions qu'on n'a même pas exécutées lors des tests. Et ça nous dit quoi? Qu'est-ce que ça nous dit ça? Ça veut dire qu'en fait, les requirements, les spécifications, elles ne sont pas complètes. Parce que ça veut dire qu'on n'a pas complètement spécifié le comportement. Et inversement, si on a tout testé et qu'on se rend compte que le mec, il a écrit des tests parce qu'il connaît super bien le code, il a écrit des tests mais qui n'étaient pas liés à un requis là, bah peut-être que là aussi il manque des spécifications ou bien qu'on a introduit dans le code du comportement qui peut surtout pas être dedans, quoi. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on introduit peut mener à des erreurs derrière et doit, dans notre industrie en tout cas, faire preuve d'une analyse. Alors ici, ça c'est... Déjà, je ne sais pas si du coup ce que j'ai dit là c'est plus ou moins clair. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Ok, donc la clé, c'est dire ce qu'on va faire ce qu'on a dit, et vérifier qu'on a bien fait ce qu'on a dit qu'on allait faire. Compliqué. Mais c'est vraiment ça. Et ça, c'est ce qui nous distingue de toutes les autres industries. C'est que nous, c'est la seule chose qui compte. Et en fait, on s'en fout de coder. Et je vais vous le montrer. Maintenant, on a depuis quelques années, on a adopté un nouveau mécanisme. Vous connaissez LabVIEW? Non, pas encore, je sais pas encore. En fait, il est possible de décrire une logique d'un software ou quoi, en utilisant des entrées, des boîtes. Et si je dis là, j'ai un 4, un 2, et j'ai une boîte plus ou une boîte qui peut être généralisée dans une fonction, et j'ai une sortie, mais cette fonction-là, ça peut être une fonction en C, ça peut être du code. Et en fait, ce qu'on fait maintenant dans l'aéronautique, c'est qu'on dessine le logiciel, comme ça, avec des boîtes. On ne code pas. On laisse une machine générer le code automatiquement sur base de symboles plus dessinés. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas faire de bugs, de pointeurs et des trucs qu'un humain va pas faire attention. Et ça vous montre que maintenant, de plus en plus, ce qu'on recherche, c'est des développeurs qui comprennent, qui ont compris le besoin, pas qui appliquent un langage sans savoir ce qu'il y a en dessous. Ça, c'est vraiment important. Alors, du coup, ici, maintenant, je vous présente la partie qui va être sans doute un peu plus technique encore, qui est vraiment le processus de développement Safety Critical macro. C'est le même slide que je présente aux développeurs chez nous, qui entrent dans la société. C'est plus ou moins la même chose. Donc, arrêtez-moi si je vous perds. Je vais avancer à travers le processus. Ici, ce sont ce qu'on appelle les processus directs. C'est ce qui mène à créer du code et une intégration. Après, il y a des processus qui remontent la boucle, vous allez voir. Ici, on commence par des input requirements. Des requirements system, c'est l'input qu'on te donne quand on te dit quoi faire. Si on te dit de coder un logiciel et qu'on ne te dit pas en travaux pratiques ou quoi, ce que le logiciel doit faire, on n'arrive à rien, quoi. Et donc c'est ce que je disais tantôt, il faut dire, quand on appuie sur le bouton, qu'est-ce qui se passe. Bon, ensuite de ça, on va dériver des besoins, des contraintes. Vous allez voir, ça va se compléter. Et là, on commence à réfléchir. Bon, ok, le système, il doit faire ça. Mais le système, là, ça, c'est un truc, il y a de la mécanique. Il y a un boîtier, il y a des boutons, il y a de l'électronique, il y a du software. Donc, les requis système, là, ça, c'est le gars du marketing qui dit quand j'appuie, ça change de chaîne, quoi. En gros. Et il nous donne des requis de performance. Quand j'appuie, ça change de chaîne en moins de 20 millisecondes. Enfin, à mon avis, c'est pas ça. C'est probablement plus lent que ça. Après, nous, on intervient. Notamment Étienne, par exemple, avec les coordinateurs projet. Ils vont se poser la question, ok, mais qu'est-ce que le software doit faire dans cette histoire? Dans cette histoire-là, qu'est-ce que le software doit faire par rapport à son interface avec l'électronique,
etc. pour tenir la performance. Ça, c'est notre requirements capture. C'est là qu'on fait nos requis software et pas les requis système. Puis vient la phase de design, le process de design. Vous allez voir, il n'y en a que 5, hein, c'est rapide. C'était la phase de requirements, là c'est la phase de design. La phase de design, on a généralement des standards qui viennent. Pourquoi? Parce que il ne faut pas croire qu'on est plus intelligent que les milliers de personnes qui ont développé du software avant nous. En fait, le software, c'est des design patterns, c'est des standards, c'est une façon de faire qu'on s'est souvent racolé à « tiens, mais il y en a qui ont déjà fait des trucs comme ça » et du coup, on va appliquer ce genre de concept où on va respecter ces règles-là. Donc les standards, ça c'est capital. Pourquoi? Parce que ça nous permet de vérifier que notre software est en ligne avec un standard. Et après, dire au client, regardez, on est en ligne avec les requirements system, on a vérifié, et on est en ligne avec le standard, on a vérifié. Et pour nous, dans notre métier, le standard, c'est des standards militaires de l'OTAN. Donc c'est super important d'être compliant. Bon alors, on avance, on se pose des questions sur les interfaces, et là, enfin, on code. Alors, on a des requirements qui sortent de la phase de requirements process, requirements capture, des requis. Et on a des requirements qui sortent du design aussi. Qui vont dire, chaque composant, il fait quoi? Il y en a combien des composants? Est-ce qu'il y a des threads? Est-ce qu'il y en a qui parlent en événement ensemble? Ou est-ce qu'ils se partagent une image de leur mémoire? Ça, c'est vraiment le design du software, quoi. Et à chaque phase, entre les phases, il y a des requirements qui vont écrire noir sur blanc pour la seule raison qu'on doit être capable de vérifier que c'est vrai, comme j'ai dit au début. C'est ça qui est super capital à chaque fois. Et donc, tous les développeurs sont super conscients tout le temps de ça. C'est que si je fais quelque chose et que je ne sais pas vérifier et démontrer que je l'ai fait pour une bonne raison, ça ne sert à rien. C'est du temps perdu. Et alors, on code et on intègre sur la cible. L'intégration, par là, je veux dire, on va builder le code, on va compiler, on va le mettre sur l'électronique, sur le système d'exploitation, on va l'exécuter, voir si ça tourne avec l'électronique et la mécanique si besoin. Donc on en a déjà beaucoup parlé. Anthony, c'est notre expert VNV présent aujourd'hui. La VNV, vérification et validation. Et la vérification et validation, en fait, c'est pas que les tests. C'est juste un petit slide pour préciser ça, parce que c'est quand même très très important. Il a dit un truc que vous avez peut-être pas relevé, c'est que au début, quand on écrit les requirements, il les vérifie. Et moi, j'ai dit après que les requirements sont la base pour écrire des tests. Et qu'avec les tests, on vérifie que le code est exécutable, que le code objet est compliant aux requirements. Donc en fait, les tests, ils vérifient le code. Enfin, pas le code. Les tests vérifient le binaire. Ils vérifient que le binaire fait ce que les requirements disent. Mais au début, il faut déjà vérifier que les requirements sont bons. Et ça, c'est super important. Donc si je retourne là j'ai trace data. Et en fait, tous les requis sont liés entre eux. C'est-à-dire qu'on va dire, telle chose, on l'a fait parce que là, ça dit ça et parce que là, ça dit ça. Et on doit démontrer les liens de traçabilité et les raisons pourquoi on a fait ça. Et ici, quand on teste le code objet, on va tester qu'on est compliant aux différents niveaux de requis. Tout ça pour dire que la vérification dans l'absolu, c'est un métier en soi, c'est super passionnant parce que ça nécessite d'avoir une vision très très large. Ça comprend la review, l'analyse et le test. La review, c'est généralement, tu vas revoir face à un standard ou face à d'autres, généralement un standard ou à un process. Et le test, c'est que tu vérifies par rapport à des requis. Bon, le reste, ça ne va pas vous servir à grand-chose sur ce slide, c'est plus pour en parler de ça. Donc voilà, vous voyez, c'est déjà fini, j'ai déjà couvert cette première partie-là. J'étais un peu vite, mais je peux revenir sur certaines choses. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ceci vous inspire, je sais pas, des remarques, des questions? Est-ce que vous voyez où ça se situe, comment on développe le software? Ça vous parle? Oui, aidez-moi. En fait, je vous avoue, c'est vachement plus cool parce que vous étiez moins nombreux. Enfin, il y avait moins de monde l'année dernière avec le Covid, donc ici c'est cool parce que je vois un peu plus les réactions. Je vois que personne n'en a rien à... Non, je rigole. Je vois des gens qui hochent la tête, franchement, ça fait plaisir de vous voir réagir. Voilà.
Je pense que j'ai appuyé les points plus importants. Je pense que c'est aussi intéressant ici de repasser sur nos rôles. On est tous généralement très tracassés de cette partie-là, mais c'est pas là qu'on a les problèmes. C'est là qu'on a les disputes. C'est là qu'on se dispute si jamais il faut utiliser un fprintf ou un printf ou un fwrite ou autre chose. Ou s'il fallait mieux le faire en Java. La réponse est non. Universal. Non, c'est pas vrai. Souvent, une variable. Les noms de variables. Ah ouais, là, les noms de variables, c'est la dispute assurée, là. Vous savez que, franchement, sans déconner, je pense que la moitié du temps de nos réunions, très techniques, c'est trouver des noms. Mais c'est vrai. Les noms des variables, les noms des fonctions, les noms des classes. Parce qu'en orienté objet, vous avez des classes. Et c'est un truc de malade. Parce qu'en fait, notre outil le plus important, c'est ça. C'est le marqueur. C'est le marqueur, c'est l'effaceur, c'est le tableau, quoi. Parce que celui qui sait s'exprimer, il va créer autour de lui une ambiance de travail où les gens se comprennent, s'écoutent et savent travailler ensemble. Et moi, quand j'ai un gars devant moi en interview qui maîtrise comme ça la technique, mais par contre qui est bienveillant, qui est dans la communication, dans la reformulation, qui arrive à communiquer ses idées de façon non agressive, lui, j'ai envie de l'engager. J'ai envie de l'engager parce qu'on va lui apprendre toute technique nécessaire. J'ai envie de lui apprendre comment fonctionne notre software, la technique, parce que j'ai envie de travailler avec lui. Et donc ça, vous devez le retenir. Et en plus, nos équipes, elles sont multidisciplinaires et multinationales. Donc l'anglais va être capital, et c'est pour ça que j'ai tout mis en anglais aussi. Pas seulement parce que j'avais pas envie de changer mes slides, mais aussi parce que si vous parlez pas anglais, vous allez très vite être bloqué. C'est-à-dire que vous allez coder des trucs, vous allez peut-être avoir des consignes de quelqu'un qui parle français, mais en fait, dès que vous allez devoir parler un peu design, être un peu dans les milieux où on décide, dans les réunions, invité aux réunions où on va décider, vous avez tout intérêt à gérer l'anglais, mais vraiment, quoi. Parce que sinon, vous allez être largué, vous ne servez à rien, en fait, dans la réunion, si vous ne comprenez pas les nuances de ce qu'il veut dire. Donc voici les exemples d'activités qu'on fait. Donc cette partie-ci, vraiment, posez-nous des questions. J'invite aussi mes collègues à participer. Ici, le but, c'est de vous donner un peu un aperçu des activités, hein. En tenant en compte tout ce que j'ai dit avant sur le process. Voilà tout ce qu'on fait. On fait plein de choses, vous voyez. On va écrire des requis, on va faire des meetings projets parfois pour voir l'avancement. C'est un peu chiant, mais bon, il faut aussi savoir, ok, on est 2 semaines en retard, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait moins de fonctions? Est-ce qu'on fait quand même la fonction, mais on prend le risque d'être en retard, mais pour ça, peut-être pour la prochaine version, on aura pris de l'avance. Ça, c'est des discussions que même un développeur va avoir. Donc votre métier, il va être rempli de choses comme ça aussi. Et le code, écrire le code, c'est une partie de ça. Mais c'est une partie super importante, notamment chez nous en Safety Critical. Et c'est là que nous, on avait envie de vous dire un message par rapport à ce slide-là. C'est un truc qu'on ne fait pas, en fait. C'est lisez du code. Asseyez-vous, chez vous, tout seul, parce qu'il faut être concentré. Ou avec des potes, avec une bière, ça va aussi, mais alors il faut qu'ils aient envie de la même chose, quoi. Il faut qu'ils aient envie de faire cette activité. Nous, ça marchait à l'époque, hein. On buvait des bières et on lisait du code du kernel Linux parfois. C'est assez marrant, mais sans déconner, ça semble un peu out of space comme ça, mais c'est vraiment intéressant parce que là, vous apprenez vraiment ce que c'est le code industrialisé. Peut-être qu'en première année, c'est un peu tôt, mais franchement, il y en a qui commencent par eux-mêmes chercher ce que c'est Linux, comment ça marche. Il y a eu un leak en 2004, je crois, de Windows NT. Cherchez-le sur Internet parce qu'il paraît que ça se trouve. Ça, c'est super intéressant, quoi. Là, vous voyez comment Windows NT est programmé. Pour ceux qui sont un peu intéressés par les systèmes d'exploitation et la programmation de bas niveau, vous n'allez pas avoir de meilleurs cours que si vous passez des heures et des heures et des heures et des heures à lire ce truc-là. C'est juste excellent. Et si vous voulez aller un pas plus loin, essayez de contribuer à un projet open source. Alors ici, j'ai mis plein de trucs parce que je pensais vous donner du bagage pour coder, mais je suis conscient que c'est des choses, c'est des points qui sont peut-être un peu abstraits là, parce que vous n'avez pas encore, peut-être pas beaucoup d'expérience de codage,
Après, ça varie, il y a des gens qui ont peut-être déjà codé plus que d'autres. Je pense que le message le plus important ici, au-delà de lisez beaucoup de code, je crois que tout le monde va être d'accord, c'est la simplicité. Faites des choses simples. Essayez pas d'optimiser, essayez de faire fonctionner avec le moins de lignes de code possible. Moi, un développeur qui arrive et qui enlève des lignes de code en rajoutant une fonction, ça c'est bingo quoi. Le gars qui me rajoute 10 000 lignes de code pour une fonction, ouais mais elle est super générique, elle fait le café, regarde demain si on va aller mettre le produit sur un navire, ça fonctionne toujours. Ouais mais on va jamais le mettre sur un navire, je m'en fous. Donc le truc ça va juste introduire des bugs quoi. Et c'est un truc qu'on veut pas. Et Étienne est notre monsieur au fouet là derrière, parce que lui, c'est l'architecte software, le lead designer, et c'est lui qui vient engueuler les gens, quoi. Et en gros, vous devez passer 100 heures à faire en sorte que les gens qui vont lire votre code vont le comprendre en 1 heure, quoi. Donc, faites des trucs simples. Mais faire un truc simple, ça prend du temps. Mais voilà, ne complexifiez pas. Nous, voilà, c'est notre métier, mais il y a des requis, implémentez-les. Et n'essayez pas de faire tout directement générique, entre guillemets. Bon, on essaye d'avoir une université en orienté objet, mais ne faites pas 50 000 interfaces pour au final n'implémenter qu'une seule classe concrète, parce que vous savez que votre outil dit, en fait, ça doit faire ça, et exactement ça, et ça ne fera jamais rien d'autre. Donc, faites des choses simples, toujours. Ouais, donc voilà, je sais pas si ça vous parle, les interfaces, les classes concrètes, vous voyez de quoi il parle ? Non, hein ? Non, pas juste. Voilà, Donc, ce qu'il veut dire en gros, c'est vraiment ce qui est super important, c'est ce qu'il a dit au début. Passer 100 heures sur un truc pour que les gens qui vont vous le lire, ils vont passer que 1 heure à le comprendre. Un autre point important, c'est de documenter. Voilà. Quelque chose que le développeur n'aime pas faire en général, c'est documenter son code. C'est normal d'avoir 100 lignes de doc pour 20 lignes de code. Ça a du sens. On écrit du code pour être lu. On est en 2022, les machines sont très intelligentes, les compilateurs aussi. Vous écrivez du code pour le prochain qui va suivre. Et il y en a dans le bureau qui ont une affiche qui est assez marrante, qui est assez connue, c'est « Écris ton code et teste-le comme celui qui vient après toi à ton poste, il est un psychopathe tueur qui sait où t'habites. » Et c'est un peu le mantra qu'on a, c'est en anglais, c'est « Write your code as if the next guy is a homicidal maniac who knows where you live. » Et c'est comme ça qu'on essaye d'écrire du code, quoi, parce qu'on se dit, le mec qui va suivre, il va passer 200 heures peut-être à comprendre mon code si je le fais n'importe comment. Donc ça, c'est le truc à apprendre, c'est que votre mission, ça va être ça, quoi. Et j'en ai parlé de la communication, j'ai parlé de ce slide-là, je ne vais pas m'attarder dessus. Vous devez étudier, vous devez avoir un diplôme pour être admis en entretien d'embauche, pour passer l'entretien d'embauche peut-être, mais pour la réussite, c'est la communication qui va tout faire. C'est ça qui va définir. Ça ne veut pas dire vous battre pour vos idées au sens littéral, il y en a qui confondent. C'est de façon bienveillante, chercher à trouver des consensus. Et alors là, voilà encore un petit slide qui vous donne un aperçu des différents chemins de carrière qu'on a chez nous en tout cas et qu'on peut voir dans d'autres sociétés aussi. J'en ai parlé, l'amont, l'aval, donc c'est-à-dire la vérification. Il y en a qui après, ils évoluent vers du system management, du system engineering. Ça c'est super important parce que c'est pas parce qu'aujourd'hui vous faites de l'informatique que demain vous n'allez pas être celui qui définit au niveau système ce qui doit se passer. Parce que peut-être qu'au bout de votre carrière d'informaticien, au bout de 10 ans, vous réorientez et vous allez partir dans un truc qui est orienté système, où vous allez prendre l'électronique en compte, etc. Donc intéressez-vous à plein de choses en fait. C'est ça qui va définir la réussite. Est-ce qu'il y a d'autres choses, des sujets que vous voulez aborder par rapport à ces slides-là ? Moi, je reviendrai bien sur la communication, en fait, sur le fait qu'une chose qui est vraiment importante dedans, pour que vous compreniez, c'est que c'est pas parce que vous êtes le meilleur développeur de la Terre, qui fait les meilleurs algorithmes, qui comprend les choses le mieux, que vous serez les meilleurs dans une entreprise. Une entreprise, ça avant tout travaille en équipe, travaille avec le respect de l'autre, comme disait Pierre, avec de la bienveillance, et qu'en fait, si jamais vous criez sur vos camarades parce qu'au final ils font pas le code que vous attendez qu'ils fassent, ça n'ira jamais en fait.
c'est quasiment impossible de coder une station tout seul, et c'est parce qu'on est tous ensemble qu'on arrive à le faire. Et c'est ça où la communication est importante. Il faut des capacités techniques, évidemment, un minimum. Néanmoins, la communication, on n'assistera jamais assez dessus. Je vais juste vérifier si j'ai dit tout ce qu'il fallait au niveau du QC. Je dirais aussi que c'est ce dont Pierre a parlé, garder les choses simples, avoir un code lisible, faire en sorte d'écrire ce code pour le vouloir qu'il soit compris. C'est universel, ça s'applique à toutes les technologies. C'est pas seulement en rentrant à la FN qu'on apprend ça, c'est un truc. À mon avis, ces conseils-là, ils ne doivent pas vous dire grand-chose pour le moment, mais c'est en faisant vos premières erreurs que vous allez vous rendre compte. Ah oui, j'aurais dû faire ça, oui. Et voilà, c'est Ouais. valable, c'est universel. Et ça, même dans les travaux de groupe, hein, déjà, je pense. À l'impresse, vous allez voir, en deuxième année, vous allez faire beaucoup de travaux de groupe. Et là, c'est vraiment bien de les prendre au sérieux et d'essayer de ne pas laisser un gars tout faire, ou une fille tout faire, excusez-moi, parce que ça va vous handicaper après si vous vous entraînez pas à construire des trucs ensemble. Parce que vous pouvez avoir les meilleures idées du monde, si vous n'arrivez pas à les communiquer, à co-construire, ça va être un mur après. Parce que ça s'apprend, c'est un truc qui s'entraîne en fait, tout le temps. Pendant des années, il faut s'entraîner à construire ensemble, à écouter l'autre quand on n'a vraiment pas envie de l'écouter parce qu'on n'est pas du tout d'accord avec ce qu'il dit. Ça arrive tous les jours. On va rebondir également sur le fait de lire du code. En deuxième, comme il l'a dit, vous allez travailler en équipe. Vous ne pouvez pas designer et coder l'intégralité ensemble, c'est pas possible. Il y a un moment, il y a une contrainte temporelle. Savoir lire le code de l'autre et le comprendre va être essentiel. On n'a pas tous la même logique, mais c'est pas pour ça qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre ou qu'il y en a une qui marche ou qui ne marche pas. Et c'est très très important d'arriver à lire du code. Ouais, je pense qu'on a couvert pas mal de sujets. Étienne, je sais pas si tu as d'autres choses en tête. Par rapport à ce qu'on a discuté, je crois qu'on a couvert pas mal de trucs. Pour ceux qui sont intéressés, il y a aussi des livres, si vous voulez, qui sont intéressants par rapport à ça. Je sais pas si ça vous intéresse. Je vais en noter un qui est plus facile. Je sais pas si du coup cette liste-là vous inspire d'autres réflexions. Est-ce qu'on peut préciser peut-être ce que c'est ou vous voulez revenir sur le côté technique, sur la présentation du Safety Critical? C'est qui reconnaît ça? Ça, c'est un livre qui est intéressant, qui est sans doute le plus abordable, parce que j'avais quelques titres, mais c'est des trucs qui sont un peu tirés par les cheveux. Désolé pour l'écriture, c'est The Pragmatic Programmer. C'est un livre qui est un peu plus général sur le développement et sur une philosophie de développement. Et c'est un truc qui est... Ce livre-là, il nous drive pas mal dans notre quotidien au niveau de sa philosophie, en fait. C'est pas mal de choses comme la simplicité, aussi au niveau de la gestion de projet. Ça peut vous donner un peu la réalité vue de l'industrie, parce que c'est des gars qui sont très expérimentés, qui l'ont écrit il y a quelques années. Et voilà, c'est tout pour ma part, du coup. Je sais pas s'il y a... Voilà, si vous voulez réagir par rapport à un point ou... Oui. La vérification, ouais. Donc, est-ce que la question porte sur la vérification des requirements ou la vérification du code ou celui de l'exécutable?
Voilà, donc en fait, d'accord. Je vais aller sur le slide. Hop. Comment je change de slide? Ah, voilà. Ça, c'est sans doute le slide qui va remettre ça en perspective. Donc rapidement, la vérification, comment ça se passe? Vous voyez, on écrit du code sur base de requirements. C'est-à-dire qu'on va littéralement dire, mon logiciel, là, il est composé de deux parties. Une partie qui va lire les boutons et une partie qui va décider, en fonction du bouton, quoi envoyer là. C'est un logiciel très simple. Et bien, la partie, le design, il va définir pour chaque partie de logiciel, par des petites phrases, des petites vérités. Ces parties-là, quand on appuie un bouton, elle doit réagir en moins de 10 millisecondes. Ça va être une phrase. Et ainsi de suite. Et on va avoir une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de petites phrases, des petites vérités comme ça, qui s'appliquent à un morceau de ce logiciel-là, ce qu'on appelle le design en fait. Et alors, on va écrire des tests. Une fois qu'on a codé ça, on va déjà vérifier. Pardon, première phase, on va vérifier que le code, par review, on va lire le code, on va dire est-ce qu'il a l'air d'être en ligne avec ce qu'on demande. Et ensuite, on va créer le logiciel, on va le mettre dessus, et là, on a des mécanismes de tests qui s'appellent les tests unitaires, qui vont prendre la petite partie et qui vont vérifier juste la petite phrase. Et toutes les situations possibles, on va, dans un programme, encapsuler en fait, le logiciel sous test. Donc ce qu'on a, c'est un logiciel, on va dire, un logiciel ici qu'on a écrit, un petit morceau. Vous avez sûrement vu, vous avez déjà vu en C, les points H. Non, pas de C? Non. Si, certains, bon, voilà, certains l'ont vu. En gros, c'est l'interface d'un logiciel. Ça définit les in et les out. En gros. Les in et les out, c'est l'interface du morceau de logiciel. On va mettre ça dans une boîte qui s'appelle... bon, on s'en fout. Je vais dire ça, c'est un test framework. Pardon, c'est un environnement de test pour les tests unitaires. Et ce qu'on va faire, c'est ici, given une certaine situation, when les in égale les in qui sont là, hein, when les in égale xxx, then les out égale YY. Et donc ce truc-là, c'est ce qu'on appelle une procédure de test qu'on va coder en C, en Python, en ce qu'on veut. Et on va l'exécuter à l'aide de ce test framework en insérant dedans le morceau de logiciel. Et comme ça, pour toutes les petites vérités, tous les petits requirements, des choses qu'on a dit que le software doit faire, on va avoir presque 5, 10 tests comme ça, par requirement. Donc c'est un gros boulot et c'est une expertise à part. Je ne sais pas si ça répond à la question, plus ou moins. J'espère. Sinon, c'est un sujet qui est très vaste. Ça pourrait être un cours en soi. Anthony, il s'y connaît bien. Moi, j'ajouterais peut-être qu'une des possibilités également, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les tests par contre d'intégration, ou des tests style ATP qu'on appelle ça chez nous, qui sont en fait le moment où quelqu'un, l'opérateur physiquement, va faire. Donc, pour reprendre un peu le schéma de Pierre, ce qu'il a mis est plus ou moins ici. On est vraiment au niveau du code. Si par contre vous voulez tester au niveau des requis très très haut niveau, c'est pas quelque chose qui est lié au code. C'est un behavior, un comportement. Le comportement, c'est que si je fais ça, il se passe ça. Dans ce cas-là, le programme, il nous aide pas beaucoup. Par contre, le produit fini nous aide. Et dans ce cas-là, on va prendre un opérateur qui va prendre le produit, il va dire, bah tiens, tel requis me dit, comme il disait, si j'appuie là, qu'est-ce qui se passe? Ah, l'écran est noir, il ne se passe rien, l'écran est allumé, il s'allume. Voilà, on appuie sur un bouton, quel est le comportement attendu? Et ça, c'est une autre manière de tester, mais c'est vraiment les tests finaux.
C'est vraiment avant de terminer le programme, c'est ce qu'on fait pour vraiment vérifier dans les conditions réelles d'utilisation pour pouvoir l'envoyer chez le client. Et là, il faut vous imaginer qu'on a une table, qu'on appelle un test bench, du coup, parce que c'est une bench, où on va déposer toutes les cartes électroniques qui sont liées, qui sont dans le système. Dans la voiture, par exemple, il y a plein de cartes électroniques. Bah, toutes les cartes électroniques de la bagnole, ils sont là, ils sont connectés. On a des simulateurs de vérin, des simulateurs de châssis et tout. Et tous les softwares sont mis sur les cartes. Et sur notre table, comme ça, on exécute le software. Et on fait ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'on va avoir un faux volant, là, on va tourner. Et on va voir, tiens, est-ce que les fausses roues tournent ici sur notre bureau, quoi. Ça permet de vérifier le logiciel aussi. Et puis, il y a aussi des niveaux intermédiaires. On va prendre, au lieu de prendre juste le composant en test unitaire, ça c'est ce qu'on appelle les tests d'intégration. On va faire la même chose, mais on va mettre 2 composants bout à bout. Et puis 3, et puis 4. Et puis on va les connecter l'un à l'autre, et on va simuler là. Et puis, à la prochaine étape, on va mettre le 3e, et on va simuler là, etc. Et comme ça, on va vérifier l'intégration de tous les logiciels ensemble. D'autres questions? Oui? En moyenne, pour un projet, vous passez plus ou moins combien de temps? Bonne question. Projet? Pour un projet, en fait, il faut savoir que nous, dans le safety critical, le projet, c'est très très long. C'est-à-dire que généralement, nous, on travaille avec des armées, avec des pays, avec des consortiums de plusieurs pays qui vont commencer leur appel d'offres et qui vont définir le scope de leur projet une fois que la FN a été sélectionnée, par exemple, pour faire un système d'armement sur un véhicule blindé ou un char. On va mettre 2 ans à vérifier, à définir, mais exactement qu'est-ce qu'il doit faire le système. Parce qu'on va mettre ensemble tous les industriels qui vont travailler dessus. Et donc tout ça, ça prend beaucoup de temps. C'est comme un avion, ça prend énormément de temps parce qu'il y a tellement de gens qui sont dedans et c'est très critique, ça ne peut pas foirer. Et toutes les phases d'analyse ralentissent l'affaire. Donc nous, en général, on va développer quand même Allez, quand on part de rien, on est sur vraiment 3, 4, 5 ans, 6 ans, ça peut aller très très loin. Quand on est par contre sur un projet qui va prendre une technologie qu'on connaît, qu'on a déjà et qu'on doit faire pour un véhicule donné, on va partir sur 2 ans, je dirais. C'est la tape. Peut-être préciser aussi que nos systèmes sont censés, enfin en tout cas la FN vive 20 ans. 25. Concrètement, une fois qu'on release au client, que les ATP sont passés, que les tests sont passés, a priori tout fonctionne pendant 20 ans sans aucun bug. Donc c'est quand même un gros engagement, quoi. On ne peut pas juste dire après un an, ah non tiens on a vu un bug, si vous appuyez sur ce bouton-là ça va exploser. Ouais. Il n'y a pas le mec dans son hélicoptère, s'il y a un truc qui marche pas, il n'y a pas Windows Update, quoi. C'est compliqué. Faut que ça marche pendant 20 ans sans qu'on y touche. Et le problème, et ça c'est un problème qu'on a eu dans le passé, je peux en parler, on a fait des lance-roquettes. Des lance-roquettes 19 tubes que les Américains ont achetés. Et ben, ils les ont laissés dans des hangars pendant 10 ans. Et puis, il y a eu quelque chose, une guerre, je sais pas, ils ont commencé à les utiliser. Et là, d'un coup, on a eu des problèmes jusque-là parce qu'ils les avaient jamais vraiment utilisés, en fait. Donc c'est pour ça, dans ce projet-là spécifiquement, on a beaucoup appris, on a perfectionné, on a amélioré nos processus pour que ça n'arrive plus, pour qu'on ait toute une série de tests qu'on s'attendait à ce que le véhiculier, que le gars qui fabrique l'hélicoptère entier fasse, et ben, du coup on les fait chez nous, pour pas que ça arrive. Parce que, ouais, ils doivent vivre super longtemps les produits, donc on se prend le temps de faire les choses correctement. C'est pour cette raison qu'on fait très peu de produits sur étagère. On va très rarement faire un produit pendant 5, 6 ans, 10 ans, sans savoir si on a des clients. Souvent, c'est déjà une armée derrière qui a commandé 80 véhicules avec tel armement, avec tel système. Pendant 6 ans, vous êtes sur le même projet, ou vous avez d'autres projets sur le côté Alors, les développeurs eux-mêmes, c'est ce que je dis, généralement, ils ne sont pas pendant 6 ans sur le même projet. C'est plutôt 2-3 ans. Cela dit, ouais, si, la table, c'est 3-4 ans maximum, allez, on va dire. Mais ça, c'est pour les développeurs qui vont souvent avoir des rôles clés. En interne, nos développeurs, ils changent de projet. C'est-à-dire qu'ils vont travailler sur l'aéro, ils vont travailler sur un produit pour un client, sur un produit pour un autre client. Donc souvent, quand même, 2 ans, tu travailles sur un truc, parce que les choses sont tellement complexes
il faut bien ce temps-là aussi pour commencer à développer une expertise, à vraiment raffiner le truc. C'est pas des projets qui se font en un an ou quoi, parce qu'il y a des dizaines et des dizaines de milliers de lignes de code. Donc, parfois même, on est à combien de lignes de code pour certains produits 60 000, facile. Après, ouais, allez, on va dire 30 000 par équipement. On a 2 équipements qui travaillent ensemble. Si on prend tout ce qui est CPU, microcontrôleur ensemble, quoi. Et il y a pas mal de lignes de code qui sont du code généré, donc ça augmente un peu notre nombre de lignes de code, parce que c'est pas tout écrit à la main. Mais voilà, c'est un ordre de grandeur qui est important, quoi. On n'imprime pas sur des feuilles A4. comme à l'époque, je pense plus que ça se fait, mais nous, quand on était à l'impresse, on nous demandait d'amener le code imprimé des feuilles. Ou sur des disquettes. Ouais. Donc on arrivait avec une dizaine de disquettes à l'examen. Et des feuilles A4. Un cahier comme ça. L'examen, il fait 20 pages, c'est grave. D'autres questions? Une des questions qui vient souvent, c'est les nationalités qu'on a. Et ça, c'est un truc que je trouve assez intéressant. Et c'est pourquoi j'insiste sur l'anglais. Je sais que je l'ai déjà dit, vous allez dire que je me répète, mais on a des Russes, enfin pas des Russes, on avait avant. Non, touchy. Too soon, peut-être aussi. On a un Colombien, on a des Espagnols, des Français, on avait un Turc, un Turc, Un Macédonien, Macédoine, Tunisien. Italien, Tunisie, ouais. Très breton. Donc mon point, c'est il y a beaucoup de langues. Il y a beaucoup de cultures aussi. Il faut apprendre à travailler ensemble avec différentes cultures parce que ça, je l'ai déjà dit, mais c'est capital. Voilà. Je sais pas si du coup il y a plus de questions. On peut finir là, je pense.